Bonjour à tous et bienvenue dans Ensemble c'est mieux. Alors nous, on est comme d'habitude, très heureux de vous retrouver, même si on a un petit problème aujourd'hui de couleur avec nos amis Johan et Jeanne. Ne touchez pas au réglage de votre télévision, tout va bien, mais ils sont un peu... Voilà, enfin on est content de vous retrouver, mais on est aussi très triste. Très triste, pourquoi? Parce que c'est la dernière émission avant les vacances. Oui, et nous on n'aime pas les vacances, on vous voit pas déjà, et puis ensuite, celle-là en général il fait froid et on tousse, hein. Tout ça, vous l'avez? Ouais, pas terrible. Enfin bref, les vacances c'est aussi l'occasion, ceci dit, surtout celle-ci, de revoir nos anciens. Et oui, d'aller rendre visite à nos grands-parents, nos parents, bref, les personnes âgées qui sont autour de nous, et surtout de prendre bien soin d'eux. Et en l'occurrence, c'est notre dossier du jour. En effet, on va parler de la bientraitance des personnes âgées. C'est aujourd'hui d'ailleurs qu'on lance une grande opération nationale sur toutes les chaînes du groupe avec la FIAPA, la Fédération internationale des associations de personnes âgées. On va parler aussi du 3977, un numéro de téléphone bien utile, mais aussi de tout ce qu'on peut faire et même de tout ce qu'on doit faire d'ailleurs pour aider les personnes âgées autour de nous avec notre invitée Marie-Pascale Mongomas, directrice d'établissement et de services pour personnes âgées. Ensuite, on changera complètement de sujet avec Jeanne, enfin complètement ou non d'ailleurs, puisqu'on parlera de biographie hospitalière. Et justement, ça peut être une chouette activité pour une personne âgée que de raconter sa vie à une auteure comme Julie Gad, qui sera notre invitée. Et puis ensuite, je vais réveiller tout ce beau monde avec un petit reportage bien saignant sur le Gisors Metal Festival 2019, où je peux vous dire que ça va péter sévère. Là, ce qu'on voit, c'est un mur de la mort. Ah mon Dieu, ils sont tarés. Bon, bref. Ça. Hein? C'est un pogo. Non, c'est un mur de la... c'est moins fun. C'est ça. Je sais pas, écoute, on en parlera tout à l'heure avec nos invités. En tout cas, ça va être fun. Et puis aussi, on aura notre tuto du jour, évidemment. Et surtout, le vendredi, c'est important, car le vendredi, c'est qui? Jonathan. Mais oui. Bonjour, on se retrouve dans un instant dans la Maison des Experts. Et on va voir ensemble comment maîtriser les bases du tri sélectif à la maison. Ah, Jonathan. Bon, bref, allez, on va partir pour le dossier du jour. Vous êtes prêts, les amis? Égard, oui, on est prêts. Nous sommes prêts. Eh bien, on y va, c'est parti, dossier du jour. C'est quand même étonnant, ces couleurs de vous deux, là. Mais qu'est-ce que déjà? Ah, mais c'est quoi ton problème? Non, mais c'est pas Mais non, mais là, c'est étonnant, c'est le mariage. C'est C'est le mariage des couleurs, là, ça fait beaucoup quand même. Par contre, toi, t'as un très beau pull. Oui, j'ai un pull sympathique, oui. Je l'ai déjà mis une ou deux fois d'ailleurs, je l'aime bien. Donc je le remets quand je l'aime bien. Bon, les amis, aujourd'hui, c'est important. Là, on en parle, on rigole plus de 2 minutes. On va parler des personnes âgées et c'est important. Et c'est pour ça, Yo-Yo, que tu voulais qu'on en parle en même temps qu'on lance d'ailleurs une grande opération aujourd'hui. Grande opération aujourd'hui sur la bientraitance envers les personnes âgées, opération nationale menée par la FIAPA que tu évoquais et le groupe France Télévisions. Et j'ai le grand plaisir, nous avons le grand plaisir de compter sur, parmi nos invités sur ce plateau, Marie-Pascale, qui est directrice d'EHPAD comme tu le disais, mais également conseillère scientifique de cette Fédération internationale des associations de personnes âgées. Est-ce qu'on peut revenir sur cette grande campagne, 2e édition, nationale maintenant? Oui, alors c'est vrai que c'est un groupe d'experts qui a travaillé sur cette question l'année dernière et faisant le constat que la maltraitance des personnes âgées est souvent peu reconnue, c'est un sujet tabou dont on ne parle pas, dont on ne veut pas parler. Et c'est un fléau silencieux, comme on dit. Et du coup, on a travaillé ensemble à l'idée de promouvoir un peu, enfin, d'autoriser la parole sur cette question avec cette campagne. C'est un sujet tabou. C'est un sujet complètement tabou. Donc, on a eu la chance que France 3 Normandie, donc c'est une expérience vraiment régionale au départ. Démarrage, ouais. Et donc, France 3 était notre premier partenaire pour porter cette campagne et donc toute cette série aussi d'artistes qui s'est prêtée au jeu gratuitement, il faut le dire. Et maintenant, c'est tout le groupe. Et maintenant, c'est tout le groupe. Voilà. Donc c'est venu et parti, encore une nouvelle fois. Mais comme tout, de toute façon, tout par décès, c'est formidable, on a les meilleurs. Alors, pour comprendre un petit peu la bientraitance, on a un petit séquence, parce que c'est vrai que le mot bientraitance, moi je ne le connaissais pas. C'est marrant, je connaissais le mot maltraitance, je ne sais même pas si c'est dans le dictionnaire. C'est dans le dictionnaire? Oui, bientraitance, c'est dans le dictionnaire. Bientraitance, c'est un concept qui est apparu dans les années 90, mais qui était lié à un groupe de travail ministériel autour, qui s'appelait Pouponnière, autour des enfants. Parce qu'on a fait un très long cheminement avec les enfants, de Freinet en passant par Dolto et puis en passant par ce concept de bientraitance. Et j'ai l'impression qu'on est en train de faire le même cheminement envers les personnes âgées, avec un petit peu de décalage. Mais on va comprendre pourquoi. C'est important parce que la maltraitance, vous allez voir, ça va très loin. Mais on le regarde, je pense, dans un séquadon. C'est ça, c'est parti, Alex. Petit séquadon. Allez, oust, mamie, là, c'est l'heure de la toilette, là. On traîne pas. Ah non, moi je la fais le soir. Un peu de bientraitance, jeune homme. En France, on estime que 15% des personnes de plus de 75 ans sont victimes de maltraitance, que cela se passe à domicile ou dans des maisons de retraite.
Pour remédier à ces mauvais comportements et améliorer le bien-être des personnes âgées, est apparue ces dernières années la notion de bientraitance. Pour la mettre en place dans les EHPAD, une véritable révolution est nécessaire. Objectif, prendre soin et accompagner au mieux les résidents dans le respect, la dignité et l'écoute. Si papy préfère prendre sa douche le soir plutôt que le matin, à l'organisation de s'adapter. Mais la bientraitance, ce n'est pas seulement l'inverse de la maltraitance. Ce sont des techniques de soins sans contrainte qui favorisent et stimulent l'autonomie et l'expression des personnes âgées. Problème, cela demande beaucoup plus de moyens. Et la bientraitance ne doit pas s'arrêter aux EHPAD. 73% des cas de maltraitance signalés se passeraient à domicile et seraient principalement commis par des membres de la famille. La bientraitance suppose que nous révisions tous notre relation aux personnes âgées. Et si on câlinait un peu plus nos papis et nos mamies ? Bon, le truc qui est horrible dans C'est quoi donc, c'est que on va tous être vieux à un moment donné. Enfin, si Dieu nous prête, évidemment, on n'a pas de problème, si patati patata, Dieu ou pas Dieu d'ailleurs. Enfin bref, si on arrive à vieillir, quoi. Voilà. Non, mais en théorie, à un moment donné, on peut tous être sujet à, entre guillemets, du coup, la maltraitance eu égard aux personnes âgées. Donc c'est toujours pareil, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse soi-même, quoi. Et à un moment donné, il faut qu'on pense qu'on va être vieux. On va être vieux parce qu'on compte aujourd'hui en France 15 millions de personnes qui ont plus de 60 ans. Donc à 60 ans, on est encore. Et ça va pas s'arranger en plus. Et alors, 20 millions en 2030, quand même, 24 millions en 2060. Oui, parce qu'on vit de plus en plus vieux, évidemment, les progrès de la médecine et de moins en moins dépendants. Mais justement, c'est une très bonne question que tu poses, et je me tourne vers Marie-Pascale. Personnes âgées, ça veut dire quoi? Et à partir de quand on est considéré comme une personne âgée? 35 ans. Ah voilà, ça dépend. Alors dans certaines entreprises, à 40 ans, vous êtes vieux quand même. Dans le monde du travail, voilà, donc oui. alors administrativement, il y a encore la frontière de l'âge à 60 ans, mais ça n'a plus de sens. Vous avez raison de poser cette question-là. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Ouais. Alors effectivement, dans le champ de la gérontologie, personnes âgées, c'est plutôt personnes fragilisées, personnes en perte d'autonomie, etc. On rappelle juste l'âge moyen de la perte d'autonomie, c'est 83 ans, je crois. C'est ça. C'est tard, dis donc. En fait, il faut quand même dire que majoritairement, les gens âgés vont bien. Enfin, les gens de plus de 60 ans, majoritairement, ils vont bien. En fait, on a 20% des personnes de plus de 80 ans qui sont plutôt en perte d'autonomie. Mais c'est sûr. Puis encore, c'est plus de 83 ans en général. Donc, vous voyez, on va bien. Ça, c'est un grand progrès. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand on a moins de 80 ans et qu'on n'est pas en perte d'autonomie, on soit bien reconnu dans la société et qu'on n'a pas quelques fragilités. Et c'est bien, ça rejoint la question de la bientraitance. Maltraitance. On parle de maltraitance. Est-ce qu'on peut définir rapidement, brosser un tableau des différentes maltraitances? Parce qu'on entend beaucoup parler. On l'a vu un peu dans le C'est quoi donc. Oui, mais il y a les EHPAD. Ça va pas assez vite, ça peut arriver. Alors ça, il y a l'agisme, etc. C'est quoi les grandes familles que vous avez repérées de la maltraitance? Les lieux, les familles de maltraitance, rapidement. Alors, les maltraitances, on va retrouver les mêmes choses que pour l'enfance ou pour les publics en général. On va avoir les maltraitances physiques, on va dire que c'est peut-être celles qui sont les plus faciles à observer. Mais les plus difficiles et les plus fréquentes sont les maltraitances psychologiques. Vous savez, les insultes, les formes de pression sentimentale. Si tu me fais pas ça, si tu me donnes pas de l'argent, je viendrai plus te voir, par exemple. Ah oui. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses. Sympa. C'est horrible. Marie-Pascale me disait, quand on a préparé ce dossier, qu'il y a aussi parfois un phénomène de vengeance, de revanche face à un aîné? Bien sûr, ça peut être ça. Ça peut être, on peut avoir vécu des choses dans son enfance et puis avoir envie de régler des petits comptes des fois avec son propre parent quand il est lui en situation de perte d'autonomie. Donc les maltraitances psychologiques sont les plus importantes. Je pense que c'est à peu près les 3/4 dans les déclarations qu'on a. Après, on a les maltraitances financières qui sont importantes aujourd'hui. C'est vrai à domicile notamment. Vous entendez quoi par maltraitance financière? Alors, ça peut être des formes de vol d'argent en famille. Ah oui, d'accord. Oui. Mais ça peut être aussi toutes ces personnes, les démarcheurs à domicile, les marchands d'assurance. Abus de faiblesse. Les abus de faiblesse, moi, j'ai pas connu ça dans ma famille, moi. Bien sûr, il y en a énormément. Oui, mais il y a dans beaucoup de familles, des histoires comme ça. Tout à fait. Alors, on parle de maltraitance institutionnelle. On va peut-être regarder un petit spot, puisqu'il y en a 21 tout au long de... On parle d'une fameux campagne. Spot du 39-117. Voilà, il y a 21 spots pour cette campagne qui vont être diffusés jusqu'au 4 novembre. On parle de maltraitance institutionnelle. Si vous voulez bien, on regarde peut-être Bruno Solo lors d'un spot qui nous parle de cette maltraitance.
Ma mère a décidé d'aller en maison de retraite pour ne pas nous embêter. Alors quand l'aide-soignante entre sans frapper, la tutoie, laisse les portes ouvertes pendant les soins, qu'on lui dit à quelle heure se lever ou se coucher, elle s'énerve. C'est normal, elle se croyait chez elle, dans sa chambre. Je paie assez cher pour ça, dit-elle. Dernièrement, on lui a même conseillé d'utiliser des protections la nuit. Elle n'est pas incontinente. Quelle humiliation. Ça suffit. Brisons le silence. Appelez le 3977. Peut pas dire que ce soit hyper gai. Hein. Là, au moins, le message... Là, le message est clair, dur, mais c'est la réalité et il faut l'affronter. Tout à fait. Ce sont des réalités, ça existe. Il ne faut pas se voiler la face. C'est celle qui a été le plus dénoncée par les médias ces derniers temps. C'est vrai que ça fait mal aux établissements parce qu'on ne va pas dire non plus que c'est une généralité partout, mais ça peut exister. Alors évidemment, on doit dénoncer ces pratiques. Et puis travailler là-dessus, ça rejoint la question de la bientraitance. Comment on y travaille? Ça veut dire qu'on doit former les personnels. Aujourd'hui, on a un manque de formation encore de certains des salariés, mais aussi avoir des vrais projets de vie dans nos établissements. Et puis, je pense que ça rejoint la question des moyens, parce qu'à un moment donné, vous savez, quand on a une personne qui doit recoucher 20 personnes âgées en 2 heures de temps. C'est vrai que ça va être difficile aussi de lui demander d'être vraiment de respecter la dignité des personnes. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent dans ces EHPAD, alors que clair. déjà, ça c'est clair. Ils sont aussi compliqués parce que ça coûte cher aussi. Et ça, le rapport Libault, il y a le rapport Libault qui a été remis au ministère, L-I-B-A-U-L-T si vous voulez. Vous pouvez le consulter en ligne, est très clair là-dessus. Il y a un problème organisationnel et un problème de moyens. C'est-à-dire qu'il faut mettre de l'argent, il faut former des personnels et il faut plus de personnel. Parce que ce qui est pointé du doigt notamment, et ce que dit très bien Marie-Pascale, lorsque vous avez 4 minutes pour coucher une personne, eh bien évidemment que vous allez faire... Vite, oui. Faut aller vite. Ça, c'est pas facile. Évidemment que vous entraînez de la violence, mais involontaire. Vous n'avez pas envie de lui faire mal. Mais vous êtes chronométré, on vous dit, bah, t'as 4 minutes pour le faire, et puis tu vas aller à l'autre, et sinon t'es viré. Oui, parce que si tu prends une demi-heure sur la première, la dernière va se coucher à 6 heures du matin, eh ben, ce serait l'heure de réveiller les suivantes. Donc c'est compliqué. Alors là, le rapport Libault là-dessus est très clair et on attend maintenant des différents ministères, on attend des réponses concrètes. Mais attends, mais il y a une loi déjà dessus. Il y a une loi qui dit, par exemple, je fais n'importe quoi dans un EHPAD, on doit avoir une personne aidante, soignante pour 5 personnes maximum, 10 Globalement, les chiffres, c'est 6 personnes pour 10, toutes personnes confondues dans un EHPAD. Vous avez pour 10 personnes âgées, vous avez 6 salariés en moyenne. Et nous, on se bat tous pour que ça soit 10 sur 10. 10 pour 10. Mais quand je dis tous, c'est des personnels qui accompagnent les gens au quotidien, l'administratif, l'agent technique, il en faut. Voilà. Donc du coup, le directeur. Donc c'est vrai qu'on est largement en dessous. Et si on compare aux pays nordiques, à la Belgique, on est en dessous des moyennes européennes. Alors, autre lieu de maltraitance, les maltraitances familiales. Parce que, bien sûr que l'accent a été mis sur les maltraitances dans les maisons de retraite, les EHPAD, etc. Mais les 3 quarts... tout le monde n'est pas là-dedans. Et les 3 quarts se passent à domicile. Et maltraitance familiale, c'est la même chose. On peut être maltraitant par épuisement. On n'en peut plus, on est un aidant. On a parlé des aidants, on est un aidant. On n'en peut plus, on peut être maltraitant. C'est aussi là que ça se joue. Et c'est aussi là qu'on doit prendre conscience qu'il y a des choses à régler dans le contexte familial. Oui, en fait, ce qu'on peut déplorer d'ailleurs, c'est qu'on parle beaucoup des maltraitances en établissement, et c'est important, mais 20% seulement des personnes très dépendantes vivent en établissement, et la majorité des gens vivent à domicile. Et il faut faire très attention, parce qu'en fait, en promouvant ce discours, finalement, on oublie et on rend silencieux encore plus, on met le couvercle sur le domicile, alors que la majorité des maltraitances ont lieu à domicile. Et les salariés sont moins bien lotis encore à domicile. Les salariés sont mal payés à domicile, les salariés travaillent, ils passent d'une maison à une autre, ils sont en grande souffrance, et donc aujourd'hui, en fait, on n'a pas de chiffres là-dessus. On n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres, on ne sait pas, on n'en parle pas. Et je pense qu'effectivement, les prochains reportages, il faut que vous alliez les faire à domicile. Moi, justement. Mais pas qu'à domicile, mais t'es aussi dans la rue. Enfin, alors, on va en parler, mais avant ça, petit coup de gueule quand même. Hein, bon, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, ça me fait peur. Ça me fait peur quand tu fais ça, Yo-Yo. Mais on vit dans une société où les gens les moins bien payés sont ceux qui ont probablement les rôles les plus importants. S'occuper de nos aînés, s'occuper de nos enfants,
ce sont des gens qui sont payés au SMIC. En revanche, au sommet de la pyramide, on paye des gens qui spéculent sur des matières premières, par exemple, qui sont dans la finance. Le retour de l'anticonsommation. Non, c'est pas l'anticonsommation, mais je veux dire que les gens à qui on confie, nos enfants, nos aînés, nos parents, comment se fait-il qu'on ne les considère pas plus que ça? Petit coup de gueule, voilà, je me calme et je reviens. Après, je pose une question ça va pas aller dans ton sens, parce que ça veut dire que les gens les plus riches peuvent avoir des services qui est de plus. Mais il y a aussi des endroits très chers où j'imagine que les aides-soignants sont très bien payés. Ça doit arriver. Pas forcément plus payés. Dans les établissements privés plus chers, non, les aides-soignants ne sont pas plus payés. Parce que ça coûte très cher, parce que même un EHPAD, ça coûte combien par mois un EHPAD? En moyenne, 2 000 € à la charge des personnes. Ça coûte plus cher que ça. Oui. Mais après, parce que l'État prend une partie en haut, mais oui, voilà. C'est cher pour les personnes. C'est vrai que ça fait cher, quoi. Tout le monde à 80 ans, on peut pas. À 80 ans, tu peux pas forcément sortir 2 000 € par mois. Attention, c'est ça que je dis. Oui, il faut faire très attention, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est le reste à charge qui est trop important. Mais moi, je vous défie. On est en pension complète, les gens ils sont en pension complète, il faut leur dire, on paye pour 2 000 €, donc 60 € par jour. Oui, c'est un loyer, plus la nourriture, pension complète, on est nourri, logé, blanchi. Voilà. Marie-Pascale, on est d'accord. d'accord. On est d'accord. Donc nous, on est d'excellents gestionnaires, comme je dis toujours. Maintenant, non, mais c'est le reste à charge. Qui paye, parce que même si tes enfants, ils n'ont pas envie, qu'ils gagnent pas beaucoup d'argent, voilà, et si toi, tu n'as pas une grosse retraite, 2 000 €, c'est une somme énorme. Un couple de smicards ne pourra pas voilà. s'occuper de ses parents, clairement, ne pourra pas payer 2 000 €. Et tu évoquais une autre question que je trouve également fondamentale, et qui, à mon sens, est la question fondamentale du regard de la société et de notre responsabilité, ce qu'on appelle l'agisme. On regarde peut-être un petit spot, c'est Franck Leboeuf, un ancien champion du monde de foot, et on en reparle. Bousculé dans le bus, poussé dans les magasins, heurté sur les trottoirs, klaxonné sur les passages piétons, la personne âgée ne va pas assez vite. Elle dérange, oui, elle dérange. Résultat, ma voisine de 80 ans ne sort plus, isolée, fragile. Elle a peur des gens. Elle a peur de nous. Ça suffit. Brisons le silence. Oui, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut se dire, tiens, la dame, elle traverse trop doucement, t'es dans ta voiture, toi, tu t'énerves parce que t'as envie d'aller vite. En fait, voilà. Et à un moment donné, nous, on sera à la place de cette personne aussi qui traverse moins vite. Quelle est notre responsabilité? C'est très simple de regarder des documentaires et de dire, mais regardez dans les EHPAD comment ils traitent ces salariés, comment ils traitent les gens. Mais quelle est notre responsabilité? Comment on peut agir, Marie-Pascale, de façon globale au niveau de la société pour que notre regard change? Je pense qu'il y a du travail là-dessus. C'est de l'éducation, c'est de l'information, de l'éducation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, en fait, déjà, la question des âgés, c'est une problématique essentiellement de femmes, parce que les femmes vieillissent plus longtemps encore aujourd'hui que les hommes. Ça change, ça va peut-être changer un petit peu, ça s'inverse un peu, et portée par des femmes. Et par des femmes, n'ayons pas peur de le dire, vous l'avez dit, pauvres. Ça montre bien qu'on est dans une société qui ne reconnaît pas, effectivement, que les personnes très âgées ont une valeur. Je pense qu'à partir du moment où on ne reconnaîtra pas la valeur de l'âge, eh bien, je pense qu'on ne pourra pas bouger non plus les politiques publiques. Alors, je pense que ça commence, oui, on en parlait tout à l'heure, sur les plateaux télé, est-ce qu'on voit des images de personnes plus âgées? Non, à un certain âge, on ne les voit plus. Dans les magazines, regardez, les images, il n'y a pas d'image ce qui fait que les jeunes femmes, aujourd'hui, elles veulent tous faire semblant d'être jeunes. Oui. On ne veut pas s'habituer à des images. Et alors, on trouve que c'est pas très beau d'être vieux. Mais parce qu'en fait, on n'a pas d'image de gens âgés. Si on avait beaucoup plus d'images de gens âgés, peut-être qu'on les trouverait belles. Moi, très honnêtement, je croise des gens âgés tous les jours, je les trouve belles, mes personnes âgées. Mais sauf qu'effectivement, dans l'opinion publique, c'est pas le cas. Si vous regardez dans les films, dans la filmographie aujourd'hui, il n'y a pas tant que ça de films sur ces questions. Non, alors ça revient un peu là quand même. Oui, il y a une espèce de retour quand même. On commence à en parler. Moi, j'aimerais qu'on reste peut-être sur les derniers mots de Marie-Pascale. La valeur des personnes âgées. Oui. C'est une très belle conclusion. Très en retard, mais oui, effectivement. La valeur des personnes âgées. Et une société, on ne serait pas là, les enfants. Hein. Ouais. C'est surtout ça. Et vous savez, si une société qui n'aurait plus ces personnes au-dessus, la génération du dessus, c'est une société qui irait très très mal. Je pense que si demain on décidait, d'être très violent et qu'on voulait plus vieillir et il y a les histoires d'euthanasie qui traînent un peu dans l'air,
mais vous auriez des adolescents qui n'iraient pas bien. Déjà, regardez quand soi-même, on a la tranche du dessus, la génération du dessus qui s'en va. Oui, après, ça coup, arrive dans certaines familles. on C'est se pas rend pour ça compte- que les gens finissent très mal non plus. Je veux dire, parce qu'il faut se méfier des généralités. C'est vrai que ça arrive. Il y a des gens qui malheureusement perdent leurs parents très tôt ou leurs grands-parents. ils Oui, s'en ça sortent. c'est autre chose. oui. Ils s'en sortent. Non, mais je veux dire, voilà, Et, il faut faire voilà, attention à tout c'est ce qu'on une dit. Parce qu'après, campagne importante d'un mois. voilà, ce qui est important, c'est de il se faut en rappeler parler. donc que là, on commence, bien traitance des personnes âgées, quand on en a et qu'elles sont là, en tout cas, il faut en prendre soin. Ce numéro 3917 qui existe depuis Voilà, ça, longtemps, c'est pas une nouveauté. 3977, C'est- vous êtes témoin, vous souffrez, etc., d'une maltraitance, vous êtes témoin, appelez ce numéro. On précise que c'est aussi pour les personnes handicapées, c'est pas que pour les personnes âgées de Absolument. 3917. Enfin, en l'occurrence, là, la campagne, elle est vraiment justement pour qu'on prenne conscience de ce problème aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler ce numéro. Merci beaucoup Yo-Yo, merci beaucoup Marie-Pascale. Merci, Marie-Pascale. C'était très clair, restez avec nous. Et on va continuer un peu à parler de nos anciens avec l'invité de Jeanne. C'est parti. Je viens de m'installer en libéral depuis peu après 15 ans passés en EHPAD. C'était pas ça, ça arrive, écoutez, nous sommes en direct, on a des petits problèmes. Donc on y va, je relance le truc. C'est le sujet de Jeanne, c'est parti. Alors, Jeanne, c'est quoi ton association? Enfin, c'est une initiative, une association, c'est un truc étonnant. C'est un en tout truc cas. un peu particulier C'est très aujourd'hui. étonnant. Alors, aujourd'hui, on reçoit Julie Gab. Bonjour, Julie. Qui exerce un métier qui n'existe qu'en France. Et ils sont une dizaine à exercer ce métier. Et c'est le Mais métier... qu'est-ce que c'est donc? Quel suspense insoutenable. Le métier, tu l'as dit tout à l'heure dans ton sommaire, le biographe hospitalière. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Que c'est quoi donc? Eh bien, exactement, très bonne question. Je me tourne vers Julie. Qu'est-ce que c'est que biographe hospitalière? Alors, biographe hospitalière, c'est un métier qui consiste à accompagner les personnes gravement malades pour les aider à écrire leur histoire de vie. Exactement. Et alors, c'est quand même assez particulier. Enfin, comme je disais, ça n'existe qu'en France. On a très peu entendu parler. Comment ça se passe, une séance avec cette personne qui, effectivement, est en soins palliatifs? Ah bah, j'imagine qu'il faut plus d'une séance pour écrire une biographie. Et justement, très bonne question. Combien de séances est-ce que ça prend aussi? Alors, en soins palliatifs ou dans d'autres services, hein, ce sont des personnes gravement malades. Alors, Voilà. déjà, première question, pourquoi que gravement malade? Si quelqu'un a 65 ans qui dit tiens, j'aimerais bien raconter l'histoire de ma vie. Alors là, il y a biographe. tout le monde, voilà. un Je biographe. pense que alors, si on élargit l'histoire de vie, écrire son histoire de vie, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qui, dans une vie, peut servir à tout le monde. Par contre, on ne peut pas offrir ça à tout le monde parce que la biographie hospitalière, c'est quelque chose qui est gratuit. Voilà, ça faut bien le dire, c'est un service gratuit Voilà, pour les c'est un personnes. service gratuit. Et oui. Vous payez-vous? Comment vous gagnez votre vie? Alors, ce sont les établissements de santé, puisqu'on travaille au sein des établissements de santé. Voilà. D'accord. Donc voilà. Ah bah ça c'est génial. Ah voilà, on dit des trucs. C'est la particularité quand même de ce service-là. Oui. Ah oui, donc ça c'est bien. Il y a une limite d'âge ou, enfin, malheureusement. Non, parce que malheureusement, on peut être malade à tout âge. Gravement malade à tout âge. Une personne de 30 ans qui a une grave maladie et qui souhaite. Il n'y a absolument pas de limite d'âge. La décision se prend avec une équipe soignante pour proposer une personne malade que après le biographe hospitalier va aller rencontrer dans sa chambre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, la personne, bien souvent les 3/4 du temps, a envie d'écrire son histoire de vie. Donc il y a d'abord un travail d'écoute qui doit être quand même assez important. Alors, un travail d'écoute qui est très important, c'est le socle, oui, de ce travail-là, d'échange, de rencontre, parce que c'est une rencontre, tout simplement, avec une autre personne. Et puis, l'osmose se fait et un travail à deux naît. Et dans le travail d'écriture, est-ce que vous retranscrivez mot à mot ce que la personne vous dit? Ou est-ce qu'il y a peut-être des améliorations, si je peux dire ça comme ça, en fonction de ce que la personne quand dit? on raconte une histoire, on n'est pas en mode écriture. La déontologie. Donc déjà, c'est différent. Voilà, c'est ça. Il y a la différence, c'est l'oral, l'écrit. Si je vous dis, tiens, je me rappelle, le 17 février 1983, j'étais dans un supermarché, c'était génial. Vous n'allez pas écrire ça, vous allez dire quand il est rentré dans le supermarché en 1983, qu'il a cherché son pot de Rice Krispies. Alors nous, dans le métier, on dit tenir parole et rendre parole. Ah. Voilà, c'est-à-dire que bien sûr, il y a la différence orale-écrit, donc il y a forcément une retranscription. Par contre, on est fidèle aux propos, on n'invente pas, on n'est pas là pour nous faire de la création, mais on est là pour, on dit,
écouter, ou en tout cas que la personne qui va lire le livre entende la mélodie de celui qui l'a écrit. Voilà. Et ça nous appartient pas. C'est vrai. Et émotionnellement parlant, ça doit être aussi un peu compliqué en fonction des histoires des personnes. Comment on fait pour garder un peu la tête froide, pour essayer de retranscrire au mieux cette histoire, en fait? Parce que ce sont des aventures uniques et merveilleuses que l'on vit à chaque fois. Et puis, bon, il y a un travail de détachement, hein, bien sûr, que chaque biographe hospitalier fait pour continuer et accompagner au mieux les personnes. Mais le livre, excusez-moi, mais les gens racontent leur histoire, mais est-ce que c'est vous qui choisissez l'ordre des chapitres? Comment ça se passe? Est-ce que c'est automatiquement chronologique, ou alors est-ce qu'il y a des chapitres, le premier amour Je vais vous embêter, mais il n'y a pas de règle. Mais chaque personne raconte sa vie telle qu'elle a envie de. Mais oui, mais après... c'est de la. On est dans de l'humain, dans reconnaître. On parlait la valeur d'une personne, donc on est dans de l'adaptation, dans comment est cette personne, comment je la vois, voilà, au plus près, et comment je vais m'adapter pour pouvoir retranscrire au mieux. Donc il n'y a pas de recette, bien sûr. Il y a le travail de mémoire. Travail de mémoire, c'est important. Ça arrive pas comme ça. C'est très rare que ça arrive de manière fluide, chronologique, toute une vie. Ah oui, c'est compliqué. Il faut tout réordonner. Donc il y a une aide. On est là pour aider à la mise en ordre. Voilà. Et vous faites des recherches un peu ou pas? Parce que parfois, il peut vous dire, tiens, je me rappelle, mais je ne sais plus quand j'ai travaillé pour une société, si on ne va pas bien, machin. Est-ce que ça vous est arrivé de vous retrouver à faire Indiana Jones? Ça peut arriver, à partir chercher. On fasse un travail d'archives, de documentation, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Mais on essaye de rester au plus près de ce que dit la personne, parce que l'important, c'est l'entretien qu'on vit aussi. Et j'ai une question, alors qui est peut-être un peu macabre ou morbide, je ne sais pas, mais est-ce que quand on sait comme ça qu'on va mourir, est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent, ou on se livre, ou est-ce qu'il y a, vous voyez, vous repérez des choses qui reviennent régulièrement alors, dans les récits? ce que je peux dire, c'est que l'intérêt de ce travail-là, c'est qu'on s'écarte du temps présent. Le temps présent, c'est quoi? C'est je suis malade aujourd'hui. Voilà. Mais je suis une personne malade, mais j'ai été autre chose dans ma vie. J'ai fait autre chose. Et là, on sort un peu, on ouvre la fenêtre, on voit. Qu'est-ce qu'on voit? Ma vie, ce que j'ai vécu. Et ce que vous proposez, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de thérapie, un espèce de soulagement psychologique aussi pour ces personnes? Est-ce qu'elles vous disent après, je me sens allégée d'un poids, je me sens mieux d'avoir dit ça, d'avoir partagé? Bien sûr, on a des très bons retours, c'est pour ça que le métier se développe. On est dans le prendre soin de l'autre. Dans la bientraitance. Bien sûr. Complètement. On est à côté, on le regarde, déjà on le considère en tant que personne. Voilà, vous existez en tant que personne. Et pour les proches, est-ce que c'est une aide aussi pour eux? Pour les personnes qui vont recevoir ce Alors livre voilà, aussi? après il y a la partie destinataire du livre. Pour qui va être le livre, donc ça se construit au fur et à mesure des entretiens. Ça peut être pour une ancienne flamme disparue qu'il faut retrouver. Ça peut arriver, j'imagine. Ça peut être pour soi-même, parce qu'on a le droit d'écrire pour soi-même aussi. On a le droit d'offrir. Donc là, on est dans le cadre de la transmission, qui est très importante. Transmettre son histoire de vie. Donc oui, celui qui va recevoir ça, voilà, on l'appelle. Bonjour, vous avez un proche qui a décidé de vous transmettre son histoire de vie. Je vous remets l'écrit. C'est-à-dire que c'est le malade qui choisit combien d'exemplaires il va faire? Alors, il y a un exemplaire, on parlait de gratuité, il y a un exemplaire qui lui est offert. Après, libre à lui d'en faire d'autres s'il veut. Et ça coûte combien dans ce cas-là? Ça coûte combien dans ce cas-là? Alors, un exemplaire en plus. Pour la personne, s'il y avait en refaire, c'est 150 €. 150 €. Le premier est gratuit, et si voilà, c'est le prix de l'impression. C'est un bel objet, hein. C'est un bel objet. Ça, c'est un livre que vous avez récemment fini d'écrire. Alors ça, c'est le dernier. Le dernier. Très bel objet. Qui sera remis jeudi. Voilà. Donc, il sera remis jeudi, celui-là. Oui. C'est super. Et juste. En termes de conclusion, on l'a dit, c'est un métier qui est tout nouveau, et il y a quand même beaucoup de demandes de la part des personnes pour devenir biographe hospitalière. Est-ce qu'on peut être formé à ça? Et où est-ce qu'on peut être formé? Et vous êtes quoi, vous, à la base? Vous êtes auteur? Vous avez écrit des livres? Pas du tout? Alors, biographe. Alors, pour être biographe hospitalier, il faut déjà avoir écrit des livres. Enfin, voilà. Des biographies ou des biographies? En particulier, des biographies. Donc, il faut être biographe.
Et puis, avoir fait de l'accompagnement auprès de personnes gravement malades. Il y a de nombreuses associations comme la SPEC, Jalmaf, qui proposent ce genre d'accompagnement. Et donc, ça permet d'apprendre à entrer. Et ça vous prend combien de temps d'écrire un livre en général? C'est très, très variable. Le temps d'entretien, d'écriture... Ouais, à peu près. On est sur des moyennes d'une dizaine de séances. Donc, de combien de temps les séances à peu près? Alors... Ça dépend aussi certainement. Ça dépend de l'état des gens, voilà, malheureusement. Ça dépend de la l'état fatigue de la capacité personne. des gens à tenir l'entretien. On s'adapte. Je vais dire qu'une moyenne de 1 heure, c'est bien. Après, si on dépasse 1 heure, c'est difficile d'être présent et d'être efficace. 1 heure, c'est bien. Parfois, on fait moins. Alors, juste pour préciser, il existe une association en Normandie qui est biographe hospitalière en Normandie, qui regroupe du coup 4 biographes hospitaliers. Il y en a 10 en France et 4 en Normandie? Oui. Et donc, oui, les autres régions. C'est pas pour rien. Mais on a beaucoup d'hôpitaux. Et d'ailleurs, dans quels hôpitaux vous intervenez? Toute la Normandie où il y a... Alors, on aimerait pouvoir couvrir tous les hôpitaux de Normandie. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais non, parce que si vous êtes payé par l'hôpital, il faut aussi que les hôpitaux aient signé, j'imagine. C'est ça. C'est cher qu'ils peuvent vous payer. Alors, en Normandie, il y a le mémorial de Saint-Lô. Oui. Il y a le centre hospitalier de Lisieux, du Havre, Lillebonne, l'EHPAD de Saint-Romain-de-Colbot. Il y en a pas mal quand même. Bon, on peut trouver la liste, j'imagine, en tout cas en vous contactant. Ouais. Et on peut vous contacter sur ce site qui est donc les biographes hospitaliers normandie. C'est biographie-hospitalière-normandie.fr pour aller sur le site de l'association. Ou par téléphone également. Eh ben, merci beaucoup, Julie, pour toutes ces informations.